Bonjour à tous, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et voilà, vous voyez, ça bug aussi avec Pedro. Ah, il peut faire des erreurs, Pedro. Voilà, Exactement, surtout très qu'il est malade, étrange. notre Pedro, vous savez pas, mais tous, mais Pedro est un petit peu malade et donc ça le déconcentre. Voilà, vous voyez, on est à l'heure. Pas Exactement, faute d'avoir essayé d'être en retard. tout à fait, tout à fait. Ah bah voilà, donc Darrell Falcon, désolé. Darrell Falcon, c'est un bon nom pour un avion, ça. Non, c'est Un un bon succès. nom d'espion, d'agent dans un film, pour un nom de couverture de Tom Cruise dans Mission Impossible 72. Tu veux Darrell dire Falcon. celui où il saute d'un avion avec des lasers, tout en passant en tombant dans la trappe d'un sous-marin? C'est ça. More, more, more. Alors, il paraît qu'aujourd'hui, c'est le nouvel an quelque part. Alors, où est-ce que c'est le nouvel an? Est-ce Alors, que est-ce c'est que je vraiment le mets nouvel an? mmh? Mais vas-y, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Attends, on Je va crois que c'est demain essayer le de nouvel an, Pedro. Ce attends, on soir, va c'est le essayer réveillon. oui. Alors, on va essayer de donner un comment ça s'appelle? Un comment un alors, attendez, tac, je vais vous montrer. Ah, Alors, demain, c'est bon, le 29 mon janvier effet est et raté. nous Bon. serons, attends, donc demain, c'est le nouvel an chinois. C'est leur Tout 1er à fait. janvier et ce sera nous rentrerons dans l'année 4723 du calendrier chinois. Un calendrier, et la date du nouvel an, bah, c'est pas comme, le nôtre, ça varie un peu parce que ils ont un calendrier un peu complexe, comme leur alphabet. C'est pas un alphabet, comme leur écriture plutôt. Et c'est un calendrier lunaire, solaire, donc ça change un peu tous les ans. Mais tu sais que ça doit mettre un peu, en PLS les comment ça s'appelle? Certains créationnistes, parce qu'ils considèrent que la Terre a 3000 ans. Donc tu vois, c'est les mecs, ils ont 4000 ans d'existence, c'est quand même problématique, quoi. Mais bon. Peut-être que c'est ce qui explique leur succès scientifique du moment. On va en parler tout à l'heure. Et puis, la chose à rajouter, c'est que tous les ans, chacun se demande quel est l'animal qui est célébré cette année. L'année dernière, c'était le dragon. Le matériau, c'était le bois, donc c'est le dragon de bois. Et cette année, c'est le serpent de bois. Donc on reste dans le reptile de bois. Serpent de bois pour l'année 2025. Je ne sais pas, chez nos auditeurs, on a des serpents. Moi, je suis buffle. 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 C'est tiens, c'est pourquoi ça me surprend pas? Ouais, taureau dans le zodiaque occidental et buffle chinois. Aucune, aucune variation. Ouais, je vois ça et ce qui est sûr, c'est que les Chinois commencent cette nouvelle année chinoise avec de grosses, grosses annonces. Une des premières annonces scientifiques, importantes qui a fait, on en a parlé très peu, en Occident, c'est ça. C'est alors attention, c'est pas le Tomahawk, hein, pour les dyslexiques, c'est le tokamak supraconducteur avancé expérimental de Hefei est parvenu à maintenir un passage stable pendant 1066 secondes. Il s'agit d'un nouveau record qui rapproche un peu plus l'humanité du seuil d'ignition de la fusion nucléaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Georges, tout ce charabia scientifique? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que le tokamak, c'est un, ça nous vient du russe. C'est un mot russe. C'est un acronyme. Euh, alors, on va pas le lire en russe. C'est chambre toroïdale avec bobine magnétique. Voilà. Et en russe, c'est quand même le toroidnaya kamera s magnitными katyushkami. Voilà. Donc tokamak, ça vient de là. Et donc, bah, c'est la chambre qui permet d'obtenir une fusion nucléaire. Alors, c'est quelque chose qui est absolument, totalement révolutionnaire. Vous le savez sûrement, nous maîtrisons, enfin, la fusion nucléaire, c'est l'énergie du soleil. Euh,
c'est la fusion de 2 atomes de deutérium qui produit une énergie beaucoup plus, importante que la fraction atomique. Nous maîtrisons déjà ça dans les armes nucléaires. Nous avons des armes, des bombes A et des bombes H. Bombes A atomiques et bombes H à hydrogène, donc des bombes à fusion. Sauf que pour déclencher une bombe à hydrogène, il faut une énergie importante pour enclencher le processus, et il y a d'abord une explosion atomique. Pour le moment, on maîtrise l'énergie atomique civile, ce sont nos centrales diverses et variées dans leur style dans le monde. Et le Graal, c'est la maîtrise de la fusion nucléaire, donc l'énergie des soleils, des étoiles. Et ça, c'est très très compliqué parce qu'il faut réussir à initier la réaction, ce qui demande énormément d'énergie. Il faut réussir à la maintenir. Et un des problèmes, c'est que la chaleur développée est telle qu'il n'y a aucun matériau pour le contenir. Et donc, pour le contenir, il faut des chambres magnétiques, d'où le mot magnétique que vous avez entendu sûrement dans Tokmak. Voilà. Tout le monde s'y essaye. On a de grands centres, on avait de grands centres en France, en Suisse. On s'est séparé, à côté de Cadarache, entre autres, on s'est séparé des chercheurs russes, bon, ce qui est une absurdité colossale, qui fait partie des absurdités liées à la guerre en Ukraine. Et de leur côté, Russes et Chinois avancent considérablement dans les différentes technologies nouvelles et recherches nucléaires. Les Chinois, ça va très très vite, on en avait parlé. Il y a 2 ans, ils ont construit les premières centrales au thorium, ce sur quoi nous travaillions aussi, mais qu'on a abandonné. Et là, ils ont maintenu pendant 18 minutes une fusion, c'est le record. Ça veut dire qu'on n'y est pas encore, mais l'humanité, je veux dire, mais on est sur la voie d'un jour maîtriser la fusion nucléaire, et ça change absolument tout en termes d'énergie, puisque on n'a pas besoin d'uranium, il faut juste d'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'un des composants principaux dans l'hiver, il y en a absolument partout, évidemment H2O, vous en trouvez dans l'eau, et on peut ainsi avoir une énergie abondante, non polluante, parce qu'il n'y a pas de déchets radioactifs. Mmh. C'est Fusion, important ça de le préciser. et c'est important, oui. Et ça produit une énergie absolument, absolument colossale. Alors, on n'y est pas encore, mais ça montre que la Chine joue avec une longueur d'avance dans bien des domaines. Mmh. Euh, Il faut se rendre compte de. Alors, encore une fois, ce n'est pas aujourd'hui que ça va être, demain que ça va être maîtrisé de manière à avoir des centrales fonctionnant à la fusion nucléaire, mais le jour où ça arrivera, c'est là que définitivement sera enterré le pétrole et le gaz. Et ce sera la fin complète des entreprises et des pays, et des avantages des pays qui ont le gaz et le pétrole, car ça n'aura plus aucun intérêt, ou très peu d'intérêt comparativement à cette énergie disponible et révolutionnaire. C'est la prochaine révolution énergétique. Mmh. Euh, et là, clairement, Les Chinois ont de l'avance. si on ne le maîtrise pas, là, on sera sous domination, tout simplement. Et c'est dommage parce que la France était leader il y a 25 ans. C'est pas Alors pour pour rien qu'il y a le info, centre de recherche à Cadarache, dont le nom m'échappe, c'est que le CERN, pour info, plus ITER, drôle. Non, ITER, mais c'est le CEA de Cadarache, oui, c'est ITER, ça. ITER, ITER. ITER dont la production de plasma est prévue pour 2025, mais qui a énormément de retard. Et le truc, c'est ça, c'est que on a commencé quand même ITER en 2010. C'est ça le problème. C'est que ça fait 14 ans, donc on est parti avant les autres et on va arriver après. Donc effectivement, c'est quand même, problématique. Alors tu l'as évoqué, hein, c'est important de comprendre ce processus, la complexité de ce processus, du tokamak. C'est vraiment,
on a, c'est vraiment pour ceux qui le alors c'est pas visible à l'œil nu, hein, mais pour ceux qui peuvent Les murs conceptualiser. sont remplacés par un champ magnétique. Voilà, c'est ça, c'est de la science-fiction, hein, Bah, c'est non, c la Terre est protégée par un champ magnétique qui est produit par, la boule de fer, au centre de la Terre qui est en fusion et qui est en rotation. mmh, c'est potentiellement C'est pour les fans oh, on n'est pas des grands américanisés. on n'est pas des Vas-y, grands scientifiques nucléaires, ni moi, ni Pedro. Voilà, c'est juste, tout à il y a fait. une très, très, très grosse vulgarisation, un gros trait, un gros crayon, hein, donc il y a des experts scientifiques. Eh bien, nous prendrons tous vos conseils, mais ne nous jugez pas immédiatement, nous tomberons dessus en disant qu'on n'a pas exactement dit ce qu'il faut, juste pour comprendre simplement. euh, il y a des enceintes, vous voyez, en matériaux durs dans les centrales nucléaires. Eh bien, dans le réacteur d'une centrale à fusion, les murs, ce seront un champ magnétique. Sinon, c'est pas, ça, c'est trop chaud. Voilà. 100 000 000 Donc, degrés. c'est un des principaux problèmes, c'est réussir à avoir un champ magnétique qui maintienne la fusion là où elle doit rester. Donc, c'est totalement incroyable. Alors justement, les Chinois, alors bientôt on va nous accuser d'être pro-chinois, mais la réalité c'est que, bah, au-delà de ça, ils avancent et en particulier dans une guerre là aussi où nous, Français et même Européens, on est, complètement, on va dire en retard, c'est sur l'intelligence artificielle. Alors il faut savoir que, il y a plusieurs sociétés, qui font de l'intelligence artificielle en Chine, mais que concrètement, il y a 2 grosses, comment ça s'appelle? Entreprises, hein, majeures qui sont, et alors je vais vous retrouver mes notes, ByteDance. Alors ByteDance, peut-être ça vous dit rien. ByteDance, c'est la société qui possède TikTok. Bon. Et l'autre société, donc c'est celle qui a créé, DeepSeek, dont bien sûr j'ai perdu le nom. Alors voilà, c'est ça. Donc DeepSeek, ça a été créé par une société basée à Hangzhou et donc qui s'appelle, iFlyer. Donc il y a un fonds, ultra spéculatif chinois, mais dont, le focus, c'est de faire, de l'intelligence artificielle. Donc c'est les 2 gros géants de l'intelligence artificielle. Et ces gens-là sont en train de faire que la Chine soit le leader incontesté de l'intelligence artificielle. C c'est pas pour rien que Donald Trump a annoncé le projet Stargate. Il comprend bien que la révolution industrielle en marche, qui arrive, révolution, industrielle du même acabit que l'invention de la vapeur et celle qui a permis à l'Angleterre, au 19e siècle d'être en avance sur le monde, et celle de l'intelligence artificielle, et que ceux qui ne seront pas parmi les premiers seront des pays sous-développés. Et il faut se rendre compte, donc, enfin, on en a déjà parlé ici, mais la domination occidentale sur le monde commence en réalité surtout avec la révolution industrielle qui permet la colonisation massive du 19e siècle, et tout cela est possible avec tout son lot de guerres, y compris celles qui sont toujours insupportables à la mémoire des Chinois, à savoir les 2 guerres de l'opium qui ont été menées par les Britanniques contre la Chine, ont été possibles par une maîtrise, une avancée industrielle de quelques 10 ans, 20 ans, mais suffisante pour donner un avantage comparatif qui a fait de l'Occident la première puissance mondiale. Et là, on mesure l'erreur catastrophique de tous ceux qui nous ont dirigés. On en parle régulièrement, mais c'est très très important, surtout à notre époque, surtout vu ce que vient de dire Pedro, c'est que on a décidé dans les années 80, enfin nous on n'a rien décidé, mais les dirigeants dans les années 90, mus par un néolibéralisme débridé et un libre-échangisme complètement imbécile, de désindustrialiser, de se concentrer sur le tertiaire, sur les services, sur la finance, et faire produire, renvoyer l'industrie là-bas, chez les pouilleux, les Chinois, les Africains, les Sud-Américains,
les Asiatiques en général, et dominer le monde par ce biais-là. Résultat des courses, on se met en retard très très dangereusement sur les questions industrielles, et c'est pour ça que Trump, on n'aime pas Trump, son côté de droite, conservateur, réactionnaire, complètement brouillon, excité euh, du, du chapeau, euh, il a quand même compris le combat essentiel, qui est réindustrialiser son pays, avoir plus d'ingénieurs, maîtriser toutes les chaînes de production, faire revenir ce qui a été délocalisé. C'est ça qu'il faut absolument faire. Et on voit combien les pays de l'Union européenne sont en panique. On en a parlé ici avec le désastre de la production de batteries pour les voitures, sur différentes technologies, sur le stockage des données, évidemment sur l'IA. On est très très en retard parce que tout le modèle politique dans lequel on est, à savoir la construction de l'Union européenne telle qu'elle est, n'est pas dédié à cela. C'est dédié à maximiser la puissance de la finance, à maximiser le tertiaire, à produire de la bureaucratie normative et pas du tout à penser stratégiquement à la production industrielle. Donc là, Mmh. on est à un moment charnière et il tente de se rattraper. Et tu sais qu'il y a un D'ailleurs, truc juste un petit aussi. remarque, il y a Darrell Falcon qui a dit la gauche a tout pété sur le nucléaire. Oui, ça c'était Jospin, Superphénix, et ainsi de suite. Oui, Eric Schmitt rajoute la droite a entériné aussi, hein, et puis Macron a mis un bon petit coup derrière. Non, il y a une responsabilité globale, c'est pas un truc de gauche. Voilà. Et Galici nous écrit, c'est surtout les matériaux qui venaient de Russie pour les réacteurs à fusion. Depuis les sanctions, il y a eu des mois complets, quasi à l'arrêt. Oui. Alors ça, c'est l'autre truc, c'est que les Russes, je ne sais pas si vous avez remarqué, ont une technique complètement différente de celle des Chinois. Eux, ils disent rien. Ni Alors il y a plan une de chose guerre, aussi. ni des armements, ni des choses qu'ils découvrent, mais Rosatom est vraiment le cœur de l'État russe. Rosatom, c'est l'atomique russe, quoi. L'entreprise, c'est vraiment le cœur de l'État russe, c'est pas Gazprom. Et, et ils produisent le plus de centrales nucléaires au monde, et ils ont énormément d'ingénieurs, et eux aussi, ils font des trucs. Et eux, ils le disent moins. Alors il y a un point important, hein, parce que tout le monde, quand on parle de Chine, tout le monde pense dumping social, salaire bas. Mais il faut savoir que les 2 entreprises que j'ai citées, ByteDance et donc celle derrière DeepSeek, proposent les salaires pour les ingénieurs IA les plus élevés au monde. Donc on parle pour un ingénieur, en gros, de 680 000 pour un senior, hein, dollars par an. Donc on C'est est bien important loin ce que de tu dis parce l'ouvrier que chinois, pas non, mais cher, hein. c'est intéressant, même de l'ingénieur pas cher. C'est important ce que tu dis parce qu'on a, j'ai encore récemment discuté avec des gens qui sont des élus, dont un a été ministre, donc censé être de haut niveau, qui en France reste dans un schéma qui est celui d'il y a 30 ans. C'est incroyable, non-évolution. C'est-à-dire, ils considèrent non seulement pour beaucoup que les technologies, on est loin devant, je ne sais pas combien de temps, et puis c'est même pas sûr dans certains domaines. Et surtout, ils pensent que tout ça sont des gens pauvres, mal payés. Et c'est fini. Mmh. C'était le cas il y a 25 ans, 30 ans, en Russie, en Inde, en Chine. Dans ces trois pays, ça n'est plus le cas. Et c'est plus le cas au Brésil. Euh, et les salaires sont bien meilleurs. C'est d'ailleurs ce qui a permis à la Russie de récupérer des dizaines de milliers de scientifiques, de chercheurs en les appâtant, en retournant les chercher à la Silicon Valley, où c'était nécessaire, en leur disant mais reviens, nous on paye 2 fois, 3 fois le prix. Et là, l'année dernière, c'était la première fois qu'il y a eu un mouvement rétroactif des ingénieurs et scientifiques chinois quittant les États-Unis pour retourner en Chine. Bah, Mauvaise nouvelle. franchement, le salaire moyen d'un ingénieur IA, aux États-Unis, hein, puisque là je suis en train de regarder les données, c'est 150 000 par an. En Chine, le débutant, il est déjà à 225 000. Donc même si tu es le plus libéral des capitalistes américains, tu regardes et tu vas vivre en Chine. C'est-à-dire Eh qu'ils oui. ont
et ils sont en train de gagner aussi là-dessus. Et c'est vrai que c'est pour ça que cette guerre, mais on en parlera dans d'autres émissions, cette guerre, pour l'IA est une vraie guerre commerciale qui est en train de se jouer, pour lequel nous, en fait, on n'est même pas observateurs. On sait même pas qu'elle existe, mais elle va modeler, les relations géopolitiques et le monde qui arrive. Alors bon, Et mmh, tu veux j'ai eu dire quelque beaucoup de chose? réactions, dans le fil. Un Darrell qui nous écrit: On est occupé avec le Mercosur, encore plus de libre-échange, donc encore moins de production interne, avec l'Algérie, avec les retraites, avec le temps, pas le temps pour l'IA, pas complètement faux. Ce n'est pas faute d'avoir des personnes compétentes. Nous avons toujours un sacré potentiel, c'est clair. Hypatie nous dit plus d'ingénieurs en retiré des heures de maths au lycée car plus d'enseignement. Quelqu'un d'autre nous a écrit que les salaires des profs, bah ouais, prof agrégé de maths, 1 800 € par mois, c'est nous qui sommes les Indiens et les Chinois il y a 30 ans. Euh, et j'avais vu, où c'est Ouais, passé, c'est Paty qui dit ça. Gaël Lilly qui nous écrit, je pense que vous connaissez un minimum les écrits de Marx, un petit peu. Un petit peu. Le Alors, capital productif est remplacé par le capital financier. Ce sont les peuples occidentaux qui vont déguster et non les capitalistes. Et oui, c'est un gros problème. C'était c'était le mouvement dans les années 80-90, le transfert du capitalisme national et industriel, en tout cas en Occident. Capitalisme national et industriel, un capitalisme transnational et financier, qui nous met largement en dedans. Mais on constate que même s'il y a un capitalisme financier dans certains pays, je pense à la Russie, à l'Inde et à la Chine, ils ont été suffisamment intelligents pour tirer la leçon et maintenir un capitalisme industriel sous contrôle de l'État, plus ou moins sous contrôle, en tout cas avec au moins une grosse planification d'État, comprenant que la véritable richesse, elle est là et pas dans les billets verts. tout à fait, merci Georges. Alors, j'avais mis un message d'Hypatie sur le fait que en France, donc un chercheur donc agrégé de maths ou en informatique, c'est 1 800 par mois, 10 000 chez Google et 500 000 par an en Chine. Et voilà, et effectivement, là-dessus, qu'on le veuille ou non, heu, ce combat, si on veut attirer des talents, faut bien les rémunérer. Faut leur proposer des conditions de vie intéressantes. Tout ça joue. Mais nous, Et on est resté, y compris pour les ouvriers, parce qu'on parle, il y a des ingénieurs, mais il y a des ouvriers, il y a les ouvriers oui, spécialisés, il y a les techniciens de haut niveau, c'est toute une chaîne. On en a parlé régulièrement ici, mais rien qu'un un cas, les soudeurs de centrales nucléaires, ben, on n'en a pas. Voilà. Ben, c'est un ouvrier très hautement qualifié, mmh. on n'a pas. On n'a pas, on ne paye Alors pas, et on va les chercher, vous savez où? Aux États-Unis, ils sont on va les chercher aussi en Russie. En Russie, maintenant, c'est fini. mmh. Donc on est à l'os dans ce domaine-là, et c'est bien un problème. Et on a toujours une classe politique qui, principalement, parle de compétitivité au sens néolibéral, de baisse des coûts du travail. Euh, c'est pas demain Voilà, qu'on et va ce avoir qui est dommage, des. c'est que nous, on est bons là-dedans, mais on sait pas voir nos opportunités. On pourrait être champion du monde et bah, on préfère faire autre chose. Bref, il y a du boulot pour une nouvelle classe politique et une nouvelle génération. Et Allez, la pour suite. et pour finir sur les Chinois, parce que Ah, encore les Chinois, mais eh c'est ben oui, c'est qu'est-ce dingue. qu'ils ont fait? Ils font, aussi de la technologie, de fou comme on dit, et donc ils arrivent à faire, des communications, via laser donc sur des satellites, donc constellation. Alors peut-être certains disent: «Mais constellation?» Bah oui, les Chinois sont en train de faire des concurrents à Starlink d'Elon Musk, projet qui est très soutenu d'ailleurs par les BRICS parce que, bah, ils se disent, «On préfère avoir notre réseau sans ingérence américaine». On va pas leur reprocher, de savoir travailler leur souveraineté, c'est plutôt nous, qui n'avons aucun projet. On l'a vu, la difficulté, c'était à l'époque pour, créer le système de GPS européen, Galileo, qui marche, je crois, très mal d'ailleurs, et qui est arrivé bien après le GPS et le système russe. Bon, alors en Je Russie, me maintenant les permets, GPS ne Pedro, parce marchent qu'à plus. l'époque, j'avais travaillé sur les projets Galiléo et
au niveau de l'Union européenne et j'ai lu, je me suis tapé, me fadé tous les textes, liés, à ça. Ce qui était imposé, c'est que ce soit lié à GPS. Donc un des problèmes, c'était que c'était pas indépendant et que ça doit être lié aux États-Unis. Voilà, comme tout le reste. Ouais, voilà et donc alors tout ça pour dire qu'on a du boulot, si on veut rattraper. Alors ce qui est bien, c'est que contrairement, aux Américains, les Chinois sont prêts à travailler avec les autres. C'est-à-dire qu'ils ne font pas que tout pour eux-mêmes. Ils se favorisent leurs intérêts, mais ils sont moins fermés. Donc faudra réfléchir avant de trop, les conspuer et les isoler. Parce qu'effectivement, en Afrique, il y en a plein qui sont contents parce que si vous allez, à Luanda, si vous allez en Éthiopie et cetera et dans pas mal de pays, vous allez voir ce que les Chinois ont partagé et là-dessus, bah, c'est important pour le développement de ces pays-là et nous, bah, peut-être qu'on devrait justement, renforcer nos partenariats scientifiques avec eux. On sait qu'on a beaucoup, d'étudiants chinois dans les universités françaises, mais malheureusement, quand ils repartent, on perd un peu ce lien et vu qu'on a perdu, le lien avec les Russes, ce serait bien quand même d'avoir des liens avec, autre chose que, les Américains qui ne font que piller nos cerveaux et leur proposer des salaires et après sur lequel on a, nous, aucun gain, direct par la suite. Enfin, on va passer sur un autre sujet qui, n'a rien à voir, mais qui moi m'a beaucoup énervé. Alors je vais vous partager et je vais vous expliquer pourquoi ça m'a beaucoup énervé. Hier, il y a eu la commémoration des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Or, alors que je retrouve mon mon lien, cette commémoration, a permis à certains et en particulier, sur le réseau d'Elon Musk, puisqu'il a fait sauter, toute censure sur ces questions-là. Ben, c'est même pas de la censure, hein, il fait sauter toute règle, de faire du révisionnisme éhonté. Alors déjà, entre le fait que, certains affirment que les Russes ont trouvé par hasard les camps, les ont jamais libérés, qu'ils avaient pas l'intention de les libérer et cetera et qui, Mais ont ça va avec un narratif qui est très ancien, qui nous vient, entre autres, de la Commission européenne et du Parlement européen et qu'on trouve dans les ouvrages d'histoire de nos enfants. C'est les démocraties contre les totalitarismes et mis tout en à fait. bloc de manière simple URSS et Allemagne nazie. Et se crée une confusion, s'est créé une confusion et un pâté qui amène à voir Elon Musk soutenir l'AfD, non seulement soutenir l'AfD, mais sortir des inepties avec la dirigeante de l'AfD que Hitler était communiste. Pour socialiste, était de gauche. C'est complètement délirant. Les premiers à finir dans les camps d'extermination, on en a parlé hier, c'était les socialistes et les communistes, en particulier à Dachau. Et il y a un révisionnisme sidérant, donc on commence à sérieusement payer le prix en Occident, en amalgamant tout et n'importe quoi. Donc pourquoi ça m'a énervé? Donc je tombe sur ce tweet donc d'un certain Dan, Bilzerian. Alors on pourrait se dire: «On s'en fout d'un tweet». C'est quelqu'un quand même qui a 1,9 million followers. C'est-à-dire quasiment 2 millions de personnes le suivent et donc il dit: «6 millions de juifs ne sont pas morts durant la Deuxième Guerre mondiale, on vous a menti» et sur quoi il se base? Il se base sur le site officiel d'Auschwitz qui parle des morts d'Auschwitz. Alors certains diront: «Ah bah oui, mais c'est une source fiable». Oui, sauf qu'il y a pas eu un seul camp d'extermination. Les juifs n'ont pas été tués que dans les camps d'extermination. Déjà les camps d'extermination, il y a, Auschwitz, c'est le plus connu, mais il y a Treblinka, où il y a eu quand même plus de 800 000 morts. Il y a Mmh. Belzec, il y a Sobibor, Sobibor, Theresienstadt, enfin bon, Chelmaux, il y en a des dizaines. il y en a plein. Chełmno, Dachau, enfin bon, Exactement. Il y en mais a eu en Allemagne, il y en a même eu on a eu un camp de concentration en France, Natzweiler-Suttrop. On a eu des camps de transit, Drancy, tout ça a existé, mais surtout,
heu, beaucoup de juifs n'ont pas été tués dans les chambres à gaz. Il y a eu la Shoah par balle, des massacres, en Ukraine. Il faut se rappeler, à Kiev, alors peut-être toi tu peux en parler, Bah, tu bien, vois, puisque c'est quelque chose mais qui énerve beaucoup les Ukrainiens quand on en parle, mais il y a eu on parle, hors des camps, il y a quand même 2 millions de juifs qui ont été tués, par exemple dans des endroits comme Babi Yar, oui, massacre de Babi Yar et cetera, près de Kiev. Tout ça a existé. non, près de Lvov, Non, il me Babi semble. Yar, c'est à côté de Kiev. Oui, Kiev, pardon. Oui. Non, mais les massacres, Et par exemple, pour oui, que juste Babi Yar, c'est 33 000 juifs assassinés en 2 2 jours, jours. hein, en 2 jours. C'est le record. Voilà, c'est un massacre Si on peut parler de complet, record, la Deuxième Guerre mondiale. voilà. Et donc le problème de ce révisionnisme, c'est qu'ils vont prendre un élément et donc quand on voit les commentaires par rapport au tweet: «Ah mais on m'avait pas dit ça, regardez, il a raison» et en fait, c'est facile, hein, si on tronque la moitié de l'histoire, voilà, si on peut et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce discours-là peut passer de manière décomplexée, sans qu'il y ait aucune note de communauté d'ailleurs. Personne ne conteste ça et ça, c'est dangereux parce que pour les jeunes générations, ils peuvent croire ce discours-là. Croire qu'il n'y a eu qu'un seul camp d'extermination, que Auschwitz, qu'il y a eu que des morts là, que les tziganes, les communistes, les homosexuels, tout ça n'a pas été touché par l'Holocauste, rien et que tout ça est faux alors Alors que c'est moi, je connais des arbres généalogiques de gens où il y a un morceau de l'arbre qui a disparu. C'est marqué: «Déporté, déporté, déporté, déporté». Les gens n'existent plus. Donc il faut, c'est quand même grave effectivement, ce révisionnisme ambiant et celui alors qui veut gommer ceux qui nous ont libérés des nazis et ceux qui voilà. Tu veux dire quelque alors chose? Mad Gibson nous écrit, «C'est bien de donner de la publicité à un abruti pareil». En fait, Mad Gibson, vous avez pas compris, c'est l'idée n'est pas de donner de la publicité à un abruti pareil. Il se donne lui-même de la publicité puisqu'il est quand même suivi par énormément de gens et comme l'a dit Pedro, un des problèmes, c'est qu'on a des jeunes générations qui, ont des lacunes sévères en histoire, entre autres sur, ce moment dramatique de l'histoire de l'humanité, à savoir, l'extermination dans les camps, nazis du Troisième Reich. On est maintenant aujourd'hui en France à un tiers des jeunes pour qui la Shoah, évoque à peu près autant de choses, que, ne parlons pas du, Poja Ramos, c'est-à-dire le génocide des Tziganes, personne n'est au courant, même des gens qui ont fait beaucoup d'études. On a quand même un jeune sur 3 qui ne sait pas ce que c'est. Bon, c'est un vrai souci. Heu, ce qui est «intéressant» entre guillemets dans la manière dont cette personne aborde, cette nouvelle forme de révisionnisme, c'est que, évidemment, il ne sait pas ou il fait exprès de ne pas savoir, mais il a l'air quand même très, très bête Pedro, donc ce monsieur. Heu et si le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, bah, avant, de la connerie qui restait, cantonnée à un canapé, ou à un cercle de 3 personnes, bah, elle peut être suivie maintenant par des millions de gens et c'est plutôt le cas. Donc visiblement ce monsieur, ne sait pas que justement, comme on en parlait hier, les nazis ont fait énormément d'efforts, pour, détruire les traces, de leur propre massacre. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand le travail, ils estimaient, était terminé ou que l'armée soviétique, avançait trop, ils détruisaient, les registres, les traces et même les camps. C'est pour ça que j'avais évoqué le cas du camp de Sobibor. On sait que Sobibor existe parce que des gens s'en sont évadés, en particulier des, prisonniers de guerre soviétiques, de l'armée rouge. Ils ont fait l'effort d'aller détruire, y compris les fondations des bâtiments. Il n'y a pas de traces. Et j'ai eu la chance, moi, de visiter, Auschwitz avec Nicolas Patin, qui est un très grand historien contemporain, un jeune historien contemporain, du Troisième Reich, visité entre autres à Auschwitz-Birkenau, et on a fait un focus sur cette destruction des preuves. Donc c'est assez intéressant de prendre le fait de dire: «Ah ben là, regardez, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de registre, vous voyez bien, il ne peut pas y avoir autant de gens qui soient morts, là, c'est un horrible mensonge».
Voilà, c'est assez tragique et c'est. Maintenant, l'autre aspect, ce que je vois aussi, Mel Gibson, comme tu l'as fait, Pedro, a parlé de la Shoah par balle, avec les Einsatzgruppen, donc les unités en crapules absolues. Je sais pas, c'est au-delà du. Alors, c'est super SS, derrière l'avancée de la Wehrmacht qui massacrait les civils, en particulier les juifs, les civils slaves, puisque c'était aussi des Untermensch, des sous-hommes. Euh, et les ont soutenus dans cette tâche, eh bien, ceux qui sont aujourd'hui considérés comme des héros en Ukraine. Et là, on a un problème sévère de croisement de la mémoire historique qui a été incarné hier par Zelensky, qui est allé se recueillir sur le monument à Babiyar, qui est à Kiev. Bon, c'est très bien, il rend les honneurs, mais c'est lui qui a décidé, et sa clique, que le boulevard qui passe devant le monument de Babillard, c'est le boulevard Stepan Bandera, qui, quel que soit le révisionnisme délirant de ces dernières années, est un criminel de guerre, dont l'organisation au cri de Slava Ukraini étaient des gens qui ont massacré au moins 110 000 civils polonais avant-guerre, ce qui est un problème, une pomme de discorde entre la Pologne et l'Ukraine, et qui se sont illustrés dans le massacre des Juifs. C'est-à-dire ses copains, je pense à Shukevich, euh, entre autres, quand les nazis sont arrivés à Lvov, les nazis ont eu la belle surprise, entre guillemets, d'apprendre que le ghetto juif avait déjà été nettoyé et que les juifs avaient été massacrés. Et donc là, on a quelque chose qui est très problématique. Et puis on l'a dit hier, les libérateurs représentés par le dirigeant actuel Poutine, on en pense qu'on veut, n'étaient pas présents à Auschwitz, mais étaient présents les Allemands et des représentants d'Ukraine, ce qui est quand même pose, pose un vrai problème. Et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une telle confusion dans la tête de certains jeunes. Et d'ailleurs, pour rappeler, il y a eu 42 500 à peu près sites de détention nazie, hein, incluant les camps principaux, les sous-camps, les Ouais. ghettos et les lieux d'exécution. Et Manuel Gibson a raison, la Shoah par balle, ce n'est pas que les SS, non, bien sûr, c'est pour ça que je vous dis, c'est même des supplétifs de l'OUN, de l'armée de libération ukrainienne, euh, les gens de la Non, mais Wehrmacht, ce qui est non, important, oui, c'est que effectivement, c'est pas que la SS. Mais il y avait juste, on a souligné qu'il y avait une unité spécialisée, les Einsatzgruppen, qui étaient voilà, super SS, qui eux ont quand même le gros de la Shoah par balle sur les mains, sur les bras. d'ailleurs, Hypatie, je crois que c'est Hypatie qui l'a dit, la raison de la création des camps d'extermination, en particulier des chambres à gaz et cetera, c'était parce que ça allait pas assez vite, l'extermination autrement. C'est-à-dire que ça prenait trop de balles, c'était trop complexe et cetera, et donc les Allemands, dans, l'horreur absolue, c'est-à-dire des gens et des ingénieurs ont réfléchi comment exterminer les gens de manière plus efficace. Et c'est probablement, ça aussi qu'il faut apprendre aux jeunes, c'est à quel moment certains mettent de côté leur humanité pour réfléchir à comment exterminer d'autres humains de manière plus efficace et de mesurer ça. C'est-à-dire qu'on a des registres, on sait que certaines entreprises allemandes, hein, qui existent encore aujourd'hui, ont participé à ça, à la conception des fours crématoires et cetera, et qui ont maximisé leur rendement. Il y a eu vraiment, il faut se rendre compte de ça, et pour ceux qui ont pu, visiter Auschwitz, c'est très net. Entre le principe des rails qui dispatchent et cetera, on voit qu'on n'est pas, on est dans un processus industriel de mort. Donc comme il Oui, dit, et d'industrialisation Stéphane de la mort. Chamignon me corrige, a raison. Le massacre principal de Voligny, c'est entre 1942 et 1945. Désolé pour la confusion, mais c'est que déjà des massacres avaient commencé dans les années 30, mais pas à cette taille industrielle. Voilà. Voilà. Donc, Mais bref, ravi de c'était souvenir. juste un peu le coup de gueule parce que, avant de passer sur le dernier sujet et après, recevoir notre invité, Fadi Kassem du PRCF, c'était le chiffre du chômage qui explose malgré le fait qu'on ait
détricoter tous les systèmes pour qu'il y ait de moins en moins de chômeurs, comment ça se fait qu'il explose, Georges, ce chiffre du chômage? Bon, bah, ça alors, c'est une surprise, vraiment, bah, on s'y attendait pas du tout. Quel mauvais cadeau pour une nouvelle année pour ce gouvernement et pour Macron. C'est un peu comme, les chiffres, de la dette et avec vous vous souvenez Bruno Le Maire, quand on n'en finissait pas de trouver le premier gouvernement Barnier, qui était toujours, un ministre démissionnaire qui chaque semaine nous annonçait, «Ah oui, il va manquer 2 milliards et là il manque 5 milliards, mais là il manque 10 milliards. Voilà, on a eu un feuilletonnage de la réalité des comptes publics qui était insincère. Eh bien, c'est le terme. Le calcul du chômage est insincère. Et depuis madame, heu, Aubry, ministre du Travail sous, Lionel Jospin, qui a modifié le calcul, la manière dont on comptabilisait les chômeurs et qui a créé les catégories A, B, C, D, E qui existent aujourd'hui, bah, ça permet d'avoir un travail du gouvernement sur les chiffres du chômage. Les chiffres du chômage. Ce qui est important, c'est le chiffre du chômage. Il faut bien entendre celui-là quand on parle à la télévision de chiffres du chômage. Ça ne parle pas des chômeurs. Ça ne parle pas des conditions de précarité au travail, ça parle des chiffres du chômage. Et pour ces gouvernements, ce qui est important, c'est que le chiffre du chômage soit meilleur. Et donc, ils trouvent toute une toute un palette de moyens statistiques pour, y parvenir. Donc, en divisant les chômeurs entre ceux qui sont totalement chômeurs, les chômeurs qui sont déclarés, les chômeurs, ah, ils ne sont plus chômeurs parce qu'ils font une petite formation, ah, ils ne sont plus chômeurs parce qu'ils ont fait un stage de 2 heures de ceci ou de cela. Bref. Euh, c'est pour ça que c'est intéressant, la donnée dont on avait parlé ici, qui est moins connue, mais que vous pouvez trouver sur le site de l'INSEE et qui est une sorte de combat des statisticiens pour parler de la réalité du chômage, c'est le halo du chômage. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas seulement les gens qui sont concernés au chômage par la reconnaissance administrative de la catégorie de la qualité de chômeur, mais qui sont en fait de facto dans une situation de chômage. Euh, et là-dessus, il faut ajouter tous les précaires. Cela fait maintenant longtemps que l'OCDE, qui n'est pas exactement une organisation bolchevique, euh, l'Organisation de coopération et de développement économique, précise qu'en France, il y a 22, 23, 24%, donc un salarié sur quatre, donc parmi les gens qui travaillent, qui sont précaires. Donc ça veut dire qu'ils ne vivent pas, c'est souvent des femmes, qui ne vivent pas, enfin qui ne gagnent pas assez pour vivre dignement de leur travail réel. Et puis, il y a eu des manières récentes de masquer le chômage, c'était l'apprentissage, enfin les différentes formes de formation en entreprise qui souvent cachaient un emploi réel, mises en place par Emmanuel Macron et qui là sont sucrées parce qu'il faut faire des économies et réduire le budget. Et bien, tous ces gens-là réapparaissent en chômage et donc il ne faut pas s'étonner de cette hausse colossale de plus 4%. Certains vont jusqu'à considérer, si on prend les réalités de vie des gens, le travail réel qu'ils ont, tous ceux qui ne sont plus déclarés, qu'on est en fait un chômage réel qui tourne autour de 15-16%, ce qui est colossal et qui est corrélé au chiffre de la pauvreté, qui a considérablement augmenté. On rappellera un chiffre de données concrètes, factuelles de tous les jours. Entre 2017, le moment où Emmanuel Macron prend l'Élysée, et aujourd'hui, en 7 ans, on est passé de 800 000 personnes qui quotidiennement ont recours aux différentes banques alimentaires à 2,4 millions. Alors, je vais donner quelques chiffres parce que justement, ça permet de voir la supercherie. Donc officiellement, selon le BIT, il y a 30,6 millions de personnes actives en France, dont 2,4 millions de chômeurs. Donc il y aurait 28 millions de personnes, on va dire, en activité. Sauf qu'en France, la classe d'âge de 15, donc c'est à partir de 15 ans que c'est considéré comme travaillant, du moins considéré comme les actifs jusqu'à 64 ans, donc je suis assez large, ça correspond à 39 millions,5 personnes.
C'est-à-dire qu'on a 10 millions de personnes en plus. 10 millions de personnes qui sont de nulle part. Alors on va se dire: «Ah mais dans ces 10 millions de personnes, il y a les femmes au foyer». Sauf que les femmes au foyer ne représentent que 2,1 millions de personnes. Qui sont les autres 7 à 8 millions de personnes? Et ben, c'est justement ces chômeurs non comptabilisés et toutes ces personnes qui sont en dehors du système parce que soit trop loin de l'emploi, donc pas comptabilisés de chez du chômage. Alors il y a du travail au noir, il y a un certain nombre de choses, mais c'est quand même un chiffre. On parle d'un quart de la population active qui disparaît des tablettes. Et ça va pas s'arranger, vu les annonces qui ont été faites, tant au niveau gouvernemental que par la CGT, par exemple, qui annonce des dizaines de plans sociaux et 150 000, en tout cas pour le moment, 150 000 nouveaux licenciements, en particulier, et ça rejoint le premier point, dans l'industrie, euh, car non seulement on est mis en retard par nos politiques néolibérales absurdes, mais en plus, les États-Unis nous font une guerre directe pour nous prendre nos entreprises. On parlait l'autre jour de Stellantis, qui a réouvert son usine de Détroit. Oui, et Allez, d'ailleurs, franchement, je ne peux pas me conformer à ça. Moi, je serais dirigeant français, même député, hein, de la nation. Je prendrais d'autres députés et j'irais choper le nouveau patron de Stellantis dans son bureau et je lui demanderais des explications. Même pas une commission parlementaire, c'est un faux. Alors je suis désolé, ça paraît un peu viril, mais tu peux oh, pas. Michel Barnier avait essayé. Michel Barnier, bon, qui a mis tout ça, qui a participé à la mise en place de ce système, c'était un peu. C'était quand il y a eu le licenciement à Auchan et Michelin, 2500 personnes, 2600 personnes d'un coup. Il avait dit, oh, bah, dis donc, quand même, ils ont reçu de l'argent de l'aide publique, il faudrait qu'ils rendent des comptes. Eh bien, non. C'est fait de telle manière qu'il n'est pas à rendre de compte Pedro. C'est-à-dire que c'est bien le problème. Et comme par exemple l'usine Ford de Bègle, à côté de Bègle, a fermé, où travaillait Poutou, hein, eh ben, ils ont profité des aides d'État, tout ce qu'ils ont pu gratter et des dégrèvements d'impôts. Et puis quand c'est arrivé à son terme, ils sont juste partis. Et là, les pauvres politiques ont dit, oh, c'est pas bien, dis donc. On va réclamer, hein. Sauf que ce qu'ils ont taillé comme système, c'est qu'ils ne peuvent pas réclamer. Voilà. Non, Donc, mais bien tout sûr, à tu fait. pourras aller le voir et il pourra rigoler. D'ailleurs, vous vous souvenez de cette séquence incroyable de Goldman Sachs au Sénat américain, devant l'audition du Sénat américain, ce qui a plongé l'ensemble de la planète dans une crise dont on n'est pas encore réellement sorti. On a le sénateur, dont j'ai oublié le nom, qui demande directement au patron de Goldman Sachs, mais attendez, vous avez créé quelque chose que vous saviez être mauvais, très risqué, euh, mais vous l'avez présenté à vos clients comme étant quelque chose de sûr et rentable. Oui. Vous-même, vous avez enlevé toutes vos billes de ces investissements-là et vous avez joué contre parce que vous saviez que c'était risqué. Oui. Vous, de facto, vous avez piégé vos propres clients et entraîné une catastrophe avec ce système de subprimes. Il répond oui. And so what? Fuck off. Aucun moyen d'agir. Il peut désintégrer l'économie des États-Unis et de la planète. C'est pas grave, parce que ce sont, pour le moment, il n'y a aucune régulation, de moins en moins de régulation, en particulier dans l'Union européenne. Et ces gens-là peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est bien un des grands problèmes de la politique qu'on a aujourd'hui, c'est reprendre le contrôle, mais reprendre le contrôle, entre autres, sur le capital, sur sur les grandes multinationales et en particulier sur le capitalisme financier. Alors je vois que c'est Christophe Lebras qui nous reprochait de pas avoir parlé de beurre. On en parle beaucoup, hein, de beurre, on en a parlé Non, beaucoup alors c'est justement. pas Pedro sur beurre, s'il vous plaît. Arrête pas de parler de beurre. Non, Vous non, faites mais le duo avec Christophe, parce que ça va. exactement, non, non, on en parle beaucoup et justement sur le statut et la dégueulasserie que ça représente. De toute façon, c'est comme le statut d'auto-entrepreneur. On a créé des faux statuts en France pour diminuer artificiellement les chiffres du chômage et juste pour créer de l'emploi précaire et des gens précaires, si ce n'est parfois, et on le voit, c'est les prestataires de la Poste qui embauchent carrément des sans-papiers parce que, on s'en fout, il y a même plus de statut.
ça a même plus, d'intérêt et effectivement, tout ce système-là contribue à faire une pression incroyable sur les travailleurs pauvres et à appauvrir les gens. On ne peut pas s'émanciper en étant, chauffeur Uber. Peut-être qu'au début, quand il y avait très peu de chauffeurs et que les mecs roulaient, il y avait peut-être un moyen que les mecs gagnaient de l'argent. Aujourd'hui, tous les chauffeurs ont des crédits de voiture impayables, doivent rouler comme des malades, sont fatigués. C'est pas des métiers, c'est du semi-esclavage. Les gens oublient beaucoup que l'esclavage, heu, tel qu'il avait existé, certains esclaves recevaient quand même un peu un salaire. Ça pouvait être un salaire sous forme, soit, logé, nourri et cetera, mais c'était pas forcément 0 €, du moins 0 transaction monétaire. Mais c'était un salaire qui rendait insuffisant les moyens de subsistance de la personne, qui la rendait dépendante à son maître. Bah, Uber, c'est juste un maître moderne qui exploite des travailleurs qui n'ont pas le choix parce qu'ils sont dans une situation qui les oblige à travailler de plus en plus pour le maître, qui lui s'enrichit, mais eux ne sortent jamais de leur situation. Voilà. Donc on n'a Gaël pas Lydie malheureusement aime beaucoup Marx. Les capitalistes français ne font que ce que Marx décrit dans Le Capital. C'est sûr que de ce point de vue-là, Marx s'est très très peu trompé. Et il y a quelqu'un qui parlait, j'arrive pas à retrouver parce que ça va trop vite, des rentiers. Et les rentiers, combien sont-ils? C'est Jean-Marc Pichon. Eh bien oui, les rentiers, combien sont-ils? Ça, nous sommes champions du monde. Nous avons la plus grande hausse de la richesse et du nombre de millionnaires et de milliardaires, plus 467% en 15 ans. Pognon de dingue, président des riches, bravo Macron. Il a fait le ouais travail qu'on lui a demandé. Donc ceux-là vont très bien. Merci madame. Et tout va bien pour eux. Allez, je pense et qu'on a un petit peu de retard, Pedro, tout là. à fait et on Et va on va enchaîner arrêter sur de Fadi. commenter les commentaires et tu vas arrêter de parler du beurre tout de suite. Non, non, tout à fait. Non, mais parce qu'il y a tellement à dire que et je pense que Fadi lui aussi aurait à dire. Mais je pense qu'il y a On va beaucoup de nous choses à traiter dire sur ce d'horribles sujet. marxistes, sur la chaîne, mais à un moment, on va dire, il y a une réalité et ça aussi Marx l'avait très bien dit, c'est que le capitalisme finit toujours par s'auto-corrompre et donc on voit bien, dans sa nature qu'il y a pas de bon capitalisme. Il y a pas le bon et le mauvais capitalisme, ça n'existe pas. Tu vas énerver Enfin. des gens, Pedro. Mais bon, allez. Ah bah, ouais, mais à un moment, il faut le dire quand même, non? Je sais pas, C'est ça dépend. il y a le Ça capitalisme dépend du moment de originaire production dans lequel on est et ainsi de suite. C'est Karl Marx qui disait ça lui-même. Mais c'est pas grave.